Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre participation pour ce webinaire sur la transformation des bibliothèques, où la problématique qu'on va aborder aujourd'hui, c'est comment transformer le risque de disparaître en opportunité de réinventer son métier. Avant toute chose, ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet qui visiblement a beaucoup plu, parce qu'on a eu beaucoup d'inscriptions pour ce webinaire. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un vrai sujet sur la transformation de votre métier. Et aujourd'hui, on va explorer quelques pistes pour voir comment on peut transformer ce risque de disparaître en opportunité de se réinventer. Mais avant toute chose, on va commencer par présenter vos déclics. Alors, parce que vos déclics, pour ceux qui les connaissent, ben, vous me connaissez déjà, mais il y a quand même des évolutions. Alors, bonjour à tous, excusez-moi, Bonjour à tous, excusez-moi, il y a eu un problème de micro, donc on va recommencer. Donc Bengue Bamba, responsable commercial du marché des bibliothèques et des médiathèques chez Vodéclic. Donc aujourd'hui, nous allons traiter de la problématique de la transformation de votre métier et plus particulièrement, nous allons aborder la problématique de comment transformer le risque de votre métier de disparaître en opportunité de se réinventer. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet qui a beaucoup plu parce qu'on a eu beaucoup d'inscriptions sur ce webinaire. Donc voilà, je pense qu'il y a un réel sujet à traiter sur la question. Mais avant toute chose, on va quand même présenter vos déclics pour les personnes qui ne nous connaissent pas, mais également pour les personnes qui nous connaissent, parce que la vie d'entreprise, elle évolue, et donc voilà. Donc vos déclics, à la base, c'est une start-up française spécialisée dans l'e-learning et plus particulièrement le micro-learning. Ces dernières années, il y a eu un rapprochement avec une société américaine qui est leader mondial de l'e-learning. Voilà, il y a eu un rapprochement technologique qui nous a permis de mutualiser et de gagner en recherche et développement. Donc aujourd'hui, historiquement, vos déclics, les bibliothèques, vous nous connaissez sur avec un catalogue qui est le développement des compétences digitales, mais avec le rapprochement avec cette société américaine qui est Skillsoft, aujourd'hui, on est capable de proposer un second catalogue qui s'intitule IT professionnel, où là, en fait, on va s'adresser à une population un peu plus, entre guillemets, geek, des personnes qui sont friands de développement, etc. Voilà. Donc, un petit récapitulatif, voilà, d'aujourd'hui, de la famille auquel appartient vos déclics. Donc, Skillsoft, Somme Total, qui est également une société qui commercialise des LMS. En fait, c'est pour que ce soit clair pour vous, c'est comme des portails documentaires, mais destinés aux entreprises. Donc, vos déclics, pour vous dire en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on est une solution de formation e-learning en ligne avec 100% cloud. Donc, vous n'avez pas besoin d'installer de plugins pour pouvoir accéder à notre solution. C'est via différentes manières, soit par une connexion Internet via adresse URL, ou soit on est capable de s'intégrer aussi sur les différents portails documentaires du marché. Donc, à ce jour, vos déclics, c'est plus de 70 000 modules de formation disponibles sur notre plateforme. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, répartis sur 2 catalogues, compétences digitales et compétences IT professionnelles. Donc aujourd'hui, on propose plus de 400 technologies sur lesquelles vos usagers vont pouvoir se former. Notre plateforme est disponible en 7 langues. Et on met aussi également des services pédagogiques et des exercices et des évaluations pour que vos usagers puissent s'exercer et vérifier qu'ils ont bien assimilé les compétences à l'issue de leur formation sur la plateforme Vodéclic. Donc voilà, c'est aujourd'hui 12 catégories sur les différents catalogues et 50 sous-catégories de formation. Bon, assez parlé de vos déclics, on va rentrer dans le vif du sujet qui est aujourd'hui, qui vous concerne, qui est comment transformer le risque
de disparaître, en opportunité de se réinventer. Il y a un vrai sujet ces dernières années concernant les bibliothèques et sur la pertinence, on va dire sur la pertinence et la non évolution de certaines structures il y a une vraie question qui se pose de savoir comment on peut améliorer et attirer plus de personnes dans ces lieux de culture et d'émancipation des personnes. Et donc, je veux commencer avec vous par une phrase qui me plaît beaucoup, qui est de Antoine Laurent de Lavoisier et en fait qui reprend bien l'environnement global dans lequel on est, en gros, on est dans un monde de transformation et de mutation permanente, mais il faut qu'on garde à l'esprit que rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme. Donc en vérité, votre métier ne va pas disparaître, on va pas le recréer, en fait, il faut juste le transformer aujourd'hui. Il faut juste le transformer et comme vous le voyez, comme un caméléon, il faut euh, s'adapter à votre environnement et il faut en fait prendre le train des mutations qui sont en cours actuellement et chercher à évoluer pour pour vous synchroniser avec les différents publics que vous souhaitez attirer, les différentes générations, que ce soit les personnes déjà actives, que ce soit la génération des millennials, que ce soit les personnes un peu plus seniors. Voilà, il faut vraiment se transformer pour pouvoir rencontrer son public et prouver de la pertinence de votre métier. Donc là, vous voyez une petite image qui reprend un petit peu l'évolution depuis la nuit des temps. Bah, du coup, on ne cesse d'évoluer et de progresser. Et en fait, comme vous le voyez sur la courbe du haut en rouge, effectivement, autrefois, ces mutations, elles étaient un peu moins régulières dans le temps. Et plus on avance dans le temps, et plus on se rend compte que ces mutations, elles s'accélèrent. Et en fait, on rentre dans un cycle de transformance, en fait, où on doit sans cesse se transformer. Alors, on met en place des choses et à peine mises en place ces choses, il faut déjà penser à l'avenir et voir, faire une veille sur ce qui va marcher demain. Donc, il y a une accélération de ces transformations et vous, aujourd'hui, dans vos métiers, vous devez vous mettre au fait et suivre le pas et prendre le rythme pour rester dans le train du digital. Donc, un petit peu là, comme vous pouvez le voir, j'ai repris un petit peu, c'est comme tout, comme dans tout, comme on a connu aussi les révolutions industrielles, voilà, la première, la seconde, la troisième et la quatrième, qu'on dit la révolution de l'industrie pardon 4.0, et c'est la même chose avec vos métiers. À la base, le bibliothécaire qu'on connaissait d'antan, c'était celui qui était dans une structure et qui gérait une collection de bouquins. Il y a eu des transformations entre-temps et des mutations avec l'apparition de l'e-book. Et aujourd'hui, on est en train de parler des portails documentaires où aujourd'hui qui vous permettent d'envisager de rester connecté avec vos usagers et de leur donner vos ressources 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et du coup, avec ces nouveaux outils que certaines structures utilisent déjà, ce qui va être intéressant, c'est au-delà de l'outil que vous mettez à disposition, c'est de voir comment votre métier il se transforme et comment vous allez le faire basculer pour accompagner de la meilleure façon l'ensemble de vos usagers, mais également comment vous allez utiliser ces outils pour aller capter d'autres populations qu'aujourd'hui qui, on va dire entre guillemets, boudent vos structures. Et grâce au digital et aux nouvelles méthodes que vous allez mettre en place, je pense qu'il y a un champ des possibles pour aller chercher d'autres personnes. Mais ce qui veut dire que votre métier ne va plus se cantonner uniquement à la gestion d'une collection. Il va falloir être un petit peu un caméléon et chercher à aller acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir rencontrer un large public. Alors, du coup,
un petit nuage de mots là où en fait, en gros, qu'est-ce qu'il faut garder à l'esprit? Il faut garder à l'esprit quand même qu'il faut être pragmatique et il faut s'adapter à chaque structure. Donc, on ne peut pas chercher à révolutionner votre métier si effectivement vous avez des problèmes budgétaires, vous avez des problèmes en termes de ressources humaines, voilà. Mais du coup, il faut quand même garder à l'esprit que voilà, il y a un monde qui est en train d'évoluer et il faut aller vers ça tant que possible et essayer de convaincre les instances décisionnaires derrière, hein, qui peuvent être vos municipalités, vos collectivités, etc., que si vous voulez continuer à délivrer un service de qualité, et ben du coup, il faut qu'ils quand même ils regardent ce qui se passe et qu'à un moment donné, peut-être qu'ils mettent la main à la poche. Donc, en termes de transparence, il va falloir avoir de la transparence envers aussi ces instances décisionnaires pour leur expliquer ce que vous allez faire, quel est votre projet, euh, projet à court, moyen et long terme, pour qu'ils comprennent la dynamique dans laquelle vous voulez vous engager et qui puissent s'engager aussi avec vous dans cette dynamique. De la curiosité, pourquoi? Parce qu'en fait, il va falloir pour vous être constamment en veille pour voir ce qui se passe, notamment déjà sur le territoire français. Il y a des structures, des bibliothèques qui sont et des médiathèques qui sont vraiment avant-gardistes qui tentent des choses, qui mettent en place des initiatives. Et je pense que c'est intéressant de regarder un petit peu et faire une veille constante sur ce qui se passe, mais également à l'extérieur du territoire, hein, comme on peut le constater par exemple chez nos amis britanniques qui, eux, sont dans une autre mentalité par rapport à la culture qu'ils ont d'une bibliothèque, où en fait, eux, ils appellent ça des Idea Store ou des Learning Center. Et je pense que c'est intéressant d'aller regarder ce qu'ils font, parce que je pense que là-dessus, ils sont un peu en avance sur nous. De l'agilité, c'est un mot qui est très à la mode aujourd'hui, que ce soit dans les publicités qu'on voit à la télé, en entreprise, et également dans vos structures. L'agilité, en quelques mots, hein, moi je le définis par, en fait, il faut être, en gros, je vais utiliser un terme anglais, mais en time to market, c'est-à-dire qu'en fait, il faut être constamment synchronisé avec son public, quels sont leurs usages et qu'est-ce que mes partenaires ou moi je peux proposer en termes de ressources numériques. De la confiance, hein, du coup, va falloir créer un climat de confiance avec votre public et leur expliquer que vous restez quand même une référence de qualité dans leur objectif d'émancipation, de croissance et d'acquisition de nouvelles compétences. Et du coup, on va parler faut rester centré sur l'humain. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est en train il y a un basculement hein, qu'on voit aujourd'hui, où en fait, aujourd'hui, c'est l'usager qui a le pouvoir de dire, en fait, qui a le pouvoir sur le fait de dire que vous avez une pertinence d'exister ou pas. Comme aujourd'hui, en tant que client, quand vous achetez un produit, c'est vous qui détenez le pouvoir de dire ce que vous avez envie d'acheter ou ce que vous avez envie de consommer. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on parle d'ubérisation hein, pour ceux qui qui veulent, voilà, certains parlent d'ubérisation, d'autres parlent d'économie de partage, et on se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas que votre métier qui est concerné, mais c'est tous les métiers qui sont concernés par la transformation digitale et qui sont remis en question sur leur existence. Comme vous pouvez le voir, le milieu du transport qui a été beaucoup chahuté avec l'apparition de nouveaux acteurs qui sont venus disrupter un petit peu les marchés, comme avec Blablacar. Vous avez les VTC qui sont venus challenger les chauffeurs taxi, etc. Vous avez aussi le milieu de la finance, où en fait aujourd'hui, vous voyez que les banques traditionnelles physiques sont challengées par des banques un petit peu des digitales, numériques, qui viennent apporter un service un peu plus innovant et en fait qui viennent casser des codes où en fait on va dire historiquement on avait des difficultés. Je vais vous donner un exemple concret. Hein.
Aujourd'hui, quand vous devez aller voir votre conseiller, généralement, vous devez, entre guillemets, je parle pour ma part, mais je pense que beaucoup d'autres sont concernés, vous devez poser un RTT ou une demi-journée pour aller rencontrer votre banquier pour parler de financement. Ces banques numériques sont venues casser les codes et aujourd'hui, on vous propose de pouvoir dialoguer avec votre conseiller à distance. Donc, euh, qu'est-ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est qu'aujourd'hui, le fait de poser un RTT, ça n'existe plus. On vous facilite la vie. Et aujourd'hui, euh, ce que vous devez faire, c'est la même chose avec votre métier. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, une bibliothèque physique, elle est installée à un endroit qui n'est pas forcément accessible pour tout le monde. Donc, déjà, c'est un premier frein pour certaines personnes de se dire, je dois prendre les transports, donc du coup, je dois payer un ticket ou je dois prendre ma voiture, etc., etc. Donc, premier frein pour venir vous rencontrer dans vos structures. Mais également, il y a le fait que en fait, les bibliothèques, hein, vous travaillez dans une structure qui est ouverte je vais généraliser, hein, mais de 8 heures par exemple à 20 heures, et vous avez des gens qui aimeraient se rendre dans vos structures, mais qui malheureusement, euh, du fait d'un décalage au niveau de leur disponibilité, ne peuvent pas se rendre dans les bibliothèques pour pouvoir bénéficier des ressources que vous leur proposez, malgré le fait qu'ils peuvent être intéressés par les ressources que vous leur proposez. Et aujourd'hui, là où il y a eu une avancée de votre part, c'est le fait que aujourd'hui, pas mal de structures commencent à digitaliser leur collection via les portails documentaires. Donc c'est quelque chose de très bien, parce que du coup, il y a eu un glissement qui s'est fait, parce que vous êtes rendu compte euh, euh, de, euh, de cette problématique et de cette opportunité, par la même occasion, d'aller chercher d'autres personnes. D'autant plus qu'aujourd'hui, on est dans tout le monde nous parle du digital, du numérique, et que c'est l'avenir, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous vous êtes mis au diapason pour pouvoir suivre cette évolution technologique. Mais un aspect également qu'on regarde très peu, j'ai envie de dire que votre transformation, c'est un enjeu de développement durable. Pourquoi? Parce que le développement durable, on connaît les trois sphères classiques, hein, qui est tout ce qui est lié à l'environnement, au social et à l'économie. Et ce qui est également intéressant, c'est que dans votre rôle, c'est également selon le rapport Brundtland, hein, c'est la personne qui a en fait écrit un gros rapport sur le développement durable. Et le rapport Brundtland, en gros, il résume il résume par une phrase qui est la capacité des générations présentes à répondre à leurs besoins actuels sans compromettre celle des générations futures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en tant que bibliothécaire, vous avez un rôle de répondre aux besoins actuels, mais également de préparer le futur. Donc du coup, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Donc il faut préparer l'avenir. Vous devez avoir une action de veille pour regarder ce qui va se passer demain, mais tout en préparant aujourd'hui, hein, on construit aujourd'hui et on prépare demain. Voilà. Mais également, moi, je veux m'arrêter sur la partie sociale qui, pour ma part, vous concerne plus. Et en gros, il y a 2 points qui me semblent essentiels dans le développement durable. C'est la préservation de la biodiversité des milieux et des ressources. Et vous êtes concerné par la préservation des ressources, des ressources culturelles plus particulièrement. Et la préservation des milieux également, parce que j'ai envie de dire, les milieux, les individus, vous avez une responsabilité pour les faire monter en compétences et les accompagner dans leurs projets. Là, vous avez aussi également un rôle de cohésion sociale et de solidarité entre les territoires et entre les générations. Et là, je viens sur le point on parle beaucoup aussi de tiers-lieux et de bibliothèques de troisième lieu. Et ça,
ça répond à un enjeu de développement durable également, mais également l'épanouissement de tous les êtres. Donc, vous devez accompagner toutes les générations, comme on le disait tout à l'heure, les millennials, donc qui correspond à la génération un peu plus jeune. Vous avez également la génération des personnes qui sont en activité, donc les accompagner dans le développement, et ces personnes-là peuvent peuvent s'émanciper grâce à la bibliothèque parce qu'en fait, vous proposez des collections, énormément de ressources qui permettent à tout un chacun d'aller chercher le meilleur pour soi-même. Donc voilà. Et donc du coup, vous devez proposer un monde plus vivable, un monde équitable et un monde viable. Viable, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une problématique qui se pose sur le coût des structures, des bibliothèques physiques, je parle. Et du coup, vous avez aussi la responsabilité de proposer des dispositifs, on va dire, qui vous permettent de continuer à proposer vos services, mais comme on dit aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est les budgets. Parce que quand j'ai plaisir à échanger avec vous, généralement, ce qui se passe, on est toujours sur la question du budget. Et on voit que plus le temps avance et moins vous disposez de dotations. Donc, à vous aussi d'aller vers des solutions, on va dire, plus agiles qui vont vous permettre de continuer à exister et de proposer vos services. Là, on va aborder une question. En fait, c'est quoi votre métier? Votre métier, en gros, hein, moi, je le résume pour moi, c'est de faire le lien entre une population, des ressources culturelles et un lieu, une structure. Un lieu et une structure, et on peut dire maintenant, avec le numérique, on va dire, on peut même rajouter la partie virtuelle. Parce que du coup, en fait, pour pouvoir répondre aux besoins de tout le monde, la virtualisation aussi va vous permettre de renforcer ce lien et d'aller chercher plus de personnes. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que est-ce qu'on parle d'une évolution, est-ce qu'on parle d'une révolution de votre métier? Là, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de votre métier, hein. Certains prendront le terme d'évolution, d'autres de révolution. Donc, au départ, le bibliothécaire, et ce qui est intéressant, c'est de regarder le jeu de mots qu'on vous propose. Donc, biblio, c'est le livre à la base, hein, et take-care en anglais, excusez-moi pour utiliser des mots anglais, même si je m'adresse à une population française, mais j'ai voulu prendre ce jeu de mots parce qu'il me semble intéressant, parce que take care, ça veut dire prendre soin. Donc, vous prenez soin. Dans un premier temps, vous avez pris soin de votre collection de livres que vous avez à disposition en physique. Dans un second temps, on a parlé de la médiation. Et du coup, là, vous preniez soin d'une population. Donc, vous prenez. En fait, votre métier, il a évolué. Et à chaque fois, vous êtes venu vous rajouter des missions. Et donc, là, vous prenez soin désormais de la population, même si c'était déjà le cas auparavant. Mais là, du coup, vous vous engagez plus dans des actions de formation et d'accompagnement, parce qu'on parle dans vos missions de formation tout au long de la vie et d'accompagnement des publics tout au long de la vie. Et ça, cette dimension-là, c'est quelque chose qui est en train d'arriver, qui est déjà bien ancré dans certaines structures, mais qui est en train d'arriver dans d'autres, où il y a une prise de conscience en se disant, voilà, aujourd'hui, ce qui plaît et ce qui ramène des gens chez nous, c'est la médiation. Et là, je pense qu'en regardant dans un horizon, un futur proche, c'est faudra passer à l'étape de la virtualisation. La virtualisation, elle a déjà commencé pour vous, hein, pour certains en tout cas, sur, on va dire, la mise à disposition des portails documentaires. Mais je pense que au-delà de ça, on peut aller encore plus loin et regarder un peu plus loin. Donc, je vais prendre un exemple qui se passe en entreprise. C'est les gens qui font des nouveaux métiers qui ont émergé, qu'on appelle des community managers, où on peut parler de chatbot. Voilà. Et je pense que demain, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder comment vous pouvez garder le contact
tout en restant dans vos structures avec des gens à distance qui pourront vous consulter et avec lesquels vous pourrez échanger. Je pense que ça, c'est quelque chose, c'est une piste intéressante à aller regarder. Et j'aurais plaisir à échanger avec certains d'entre vous par la suite, à l'issue de ce webinaire, hein, qui souhaiteront me contacter pour voir si, pour connaître votre avis sur la question et de voir si c'est quelque chose qui peut être pertinent pour créer du lien. Parce que vous savez, aujourd'hui, on est la génération connectée. Quand vous prenez les transports, vous voyez que les gens, tout le monde est sur son smartphone, sur sa tablette, en train de chatter via différents médias. Je vois aussi en tant que bibliothécaire, vous êtes beaucoup aussi connecté sur certains réseaux sociaux, notamment Twitter, etc. Mais je pense que euh, en tout cas pour les structures qui ont un portail documentaire, ce qui pourrait être intéressant, c'est de mettre en place cette virtualisation des échanges avec les gens en disant voilà, en communiquant avec eux à distance et qu'ils puissent faciliter les échanges, comme je l'expliquais tout à l'heure, hein, avec le basculement dans le milieu de la finance, où j'expliquais la problématique que certains pouvaient avoir, de toujours aller se déplacer en physique pour échanger avec son conseiller financier, qui aujourd'hui, en fait, on est facilité avec les banques numériques qui nous proposent des échanges à distance et qui nous facilitent la vie. Je pense que il y a quelque chose à creuser de ce côté-là pour vous. Voilà. Donc, la question aussi, c'est de savoir qu'est-ce qui va venir ou quel va être votre avenir. Est-ce que vous avez envie, dans cette révolution, d'être des acteurs ou des spectateurs? Donc, des acteurs en voulant, en menant des combats pour aller chercher des nouveautés, chercher à faire de la co-création. Aujourd'hui, on parle beaucoup de, de co-développement. Vous avez des choses qui se mettent en place dans les entreprises notamment, et je pense peut-être même dans des structures comme les vôtres, des hackathons où en fait vous pouvez sur des sujets solliciter un public étendu qui peut venir de divers horizons pour vous aider ou vous accompagner sur des problématiques que vous rencontrez à un instant T et de vous dire bah voilà quelle piste pourrait être intéressante à explorer pour, pour que vous puissiez être en phase avec l'évolution qui est en marche, ou est-ce que vous voulez être spectateur et attendre finalement de voir ce qui va se passer et le risque c'est en restant spectateur d'un moment de ne plus avoir personne qui fréquente les bibliothèques et à un moment donné forcément on vit dans un monde où on regarde que les chiffres et à un moment donné les personnes qui sont les instances décisionnaires vont regarder les chiffres et s'il y a une baisse de fréquentation dans vos structures, à un moment donné, forcément, vous allez être confronté à cette problématique-là de, où la question va se poser de savoir si vous avez une utilité à rester ou est-ce qu'il y a est-ce qu'il faut vous faire disparaître. J'utilise ce mot, qui est un peu dur, hein, mais mais c'est une réalité en fait, hein, et il faut vraiment se mettre ça dans la tête et ne pas, il faut, ce que j'ai envie de dire, voilà, c'est qu'il faut être proactif et plutôt que réactif, parce que quand parfois vous êtes réactif, il est déjà trop tard et il y a énormément de choses qui se sont passées. Et demain, et même dans ma veille, je vois que certaines structures qui sont privées commencent déjà à aller gratter, aller marcher sur vos plates-bandes et aller chercher des choses. Donc, regardez un petit peu pour certains. Il y a un site internet qui s'appelle lapaillasse.org. Vous pouvez aller regarder. Ils font un peu des choses qui sont qui se rapprochent un petit peu aux missions des bibliothèques, mais du coup, ils ont apporté pas mal d'innovations où aujourd'hui, ils sont dans l'air du temps, ils proposent des hackathons, ils proposent des espaces de coworking, ils proposent des espaces de détente, etc. Voilà. Donc, je ne dis pas que toutes les bibliothèques doivent tendre vers ça, mais en tout cas, ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment prendre le train du digital et chercher à aller plus loin que ce qu'on fait et ce que vous proposez aujourd'hui. Voilà. Quelle stratégie pour vous pour se réinventer? En fait, moi je pense qu'on doit
inventer ensemble les bibliothèques et les médiathèques de demain. Quand je dis inventer ensemble, c'est vous sélectionnez différents prestataires, partenaires pour vous proposer différents contenus, que ce soit sur de la musique, que ce soit sur de l'auto-formation, que ce soit sur la gestion de collections, etc. Et je pense que c'est une co-responsabilité de vous faire et de vous accompagner vers une évolution de vos métiers. Parce qu'effectivement, vous, en tant que bibliothécaire, vous ne pouvez pas, même si on aimerait bien que vous soyez des couteaux suisses, mais effectivement, votre cœur de métier, c'est pas forcément la technologie. Mais en tout cas, vous devez choisir des partenaires qui vont qui vont vous faire bénéficier de leur savoir-faire et qui vont créer de la valeur pour vous. Et de la valeur, quand je parle de la valeur pour vous, de la valeur pour vous dans vos métiers, parce que du coup, ils vont vous faire progresser et faire évoluer vos métiers, mais ils vont également créer de la valeur pour, on va dire, les personnes, l'utilisateur final, qui sont vos usagers. Et il y a une question que j'aborde souvent avec vous, en tout cas les personnes avec lesquelles j'échange régulièrement, c'est dans le choix de vos prestataires, il faut savoir, est-ce que on sélectionne des spécialistes ou des généralistes. Et ce que j'aime bien mettre en avant quand on parle de spécialistes et de généralistes, je vais prendre le cas de la médecine. Aujourd'hui, quand vous avez un mal, quand ça va pas bien, qu'est-ce que vous faites dans un premier temps? Effectivement, vous allez voir un généraliste. Mais quand ce mal est profond et que le généraliste n'arrive pas à diagnostiquer, forcément, on vous renvoie vers un spécialiste. Et ce que je veux dire par là, c'est que dans le choix de vos partenaires, j'attire votre attention sur le fait que faites attention, il faut pas. Et effectivement, il y a une question budgétaire, mais il faut également se projeter sur du moyen et long terme avec des partenaires qui peuvent vous accompagner dans la durée et qui pourront vous proposer des contenus évolutifs dans le temps. En fait, qui vont s'inscrire euh, euh, dans une stratégie de long terme avec vous en vous disant, voilà, nous, ce qu'on vous propose, c'est un accompagnement dans la durée et on n'est pas là pour vous proposer quelque chose qui sera obsolète dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Non, il faut sélectionner des partenaires qui sont capables de s'inscrire dans le projet global que vous allez présenter aux instances décisionnaires plus haut et en disant, voilà, aujourd'hui, mon projet, je l'ai découpé en plusieurs étapes. Donc, à court terme, voilà ce qu'on va vous proposer avec tel partenaire, à moyen terme, voilà, et à long terme, voilà. Et ce qui peut être intéressant, c'est que dans votre projet que vous allez présenter, c'est de dire, bah voilà, les partenaires qu'on a sélectionnés, ce sont des personnes qui sont capables de nous accompagner dans la durée. Voilà. Mais gardez bien en tête qu'il faut qu'on parle de bibliothèque maintenant avec la technologie, utiliser la technologie pour progresser. Et euh, idem pour les médiathèques. Donc en fait, là, depuis tout à l'heure, on parle de plusieurs choses. On parle de vision, on parle de stratégie, on parle d'innovation. Et clairement, quand vous allez construire vos projets, il faut absolument faire transparaître quelle est votre vision pour la bibliothèque du futur. Quelle est votre stratégie pour cette bibliothèque du futur et quelles innovations on veut aller chercher pour l'avenir. Voilà. Donc, tout à l'heure, on parlait de bibliothèques de troisième lieu ou de tiers lieu pour certains. Et en fait, dans cette appellation, en fait, on parle de carrefour des savoirs et des apprentissages, où en fait, vous allez devoir mêler différentes choses, que ce soit de la diversité autant sur les contenus que sur la diversité des publics. Aujourd'hui, une bibliothèque, faut qu'elle puisse aller chercher tous les publics. En fait, on ne peut pas
se cantonner ou se contenter à dire qu'on attire, bah voilà, moi, dans ma bibliothèque, j'attire uniquement des seniors parce qu'ils viennent pour se former par rapport à la fracture numérique. Je pense que non, je pense qu'il faut justement aller chercher toutes ces populations, les différentes populations que vous avez dans vos communes et vos collectivités. Mais pour cela, en fait, il faut comprendre leurs besoins, qu'est-ce qu'ils ont, c'est quoi leurs usages, qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils utilisent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir dans dans une structure comme les bibliothèques. Voilà, il faut se poser ces questions-là. Et souvent, on se dit qu'en fait, normalement, pour arriver au problème racine, il faut se poser au moins, y a les 5, voire les 7 pourquoi. Il faut se poser les 7 pourquoi pour arriver au problème racine et pouvoir répondre et apporter une solution à la problématique. On a parlé d'accessibilité tout à l'heure aussi, hein. Donc il faut la rendre disponible à tous et à tout moment, sans discrimination. Quand je parle de discrimination, le terme est peut-être un peu fort, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, il faut que toutes les personnes se disent, eh ben en fait, moi, je peux aller à ma bibliothèque assez facilement, de différentes manières, que ce soit physique ou numérique. L'attractivité, on en a parlé également, mais rapidement, sur l'attractivité, là, ce que je veux dire par là, c'est la pluralité des contenus. En fait, vous savez qu'aujourd'hui, on est dans un monde on en a parlé tout au début, hein, où en fait, de mutations permanentes. Donc aujourd'hui, je vais prendre un exemple concret, hein, parce que on a souvent presque tous des smartphones aujourd'hui. Donc, je vais prendre le cas de soit de la version pour Apple de iOS ou pour les autres d'Android. À peine tous les 3 mois, vous avez une nouvelle version d'iOS qui sort. Et aujourd'hui, vous devez être capable, par exemple, je prends le cas de la formation, d'être capable de proposer à l'ensemble euh, de vos, euh, de vos usagers des contenus qui sont, comme on dit, time to market, donc du coup qui sont synchronisés avec votre public. Voilà. Quand ils arrivent en bibliothèque, il faut qu'ils disent ah ben en fait j'ai le contenu, j'ai le dernier contenu qui vient de sortir. Voilà. Que ce soit tant sur la musique, la VOD, la formation, voilà. Il faut toujours être à la page. Et comme ça, en fait, il va y avoir un réflexe automatique. Plus vous allez être à jour et attractif dans les contenus que vous allez proposer, et plus vous allez devenir une référence pour l'ensemble du public que vous souhaitez toucher. On parle aussi de, en fait, la brique de développement. Donc, on parle, et en fait, la bibliothèque doit être un lieu où on se dit, c'est là où je vais inventer quelque chose, où je vais créer quelque chose. Je vais vous donner un exemple concret, hein. On va parler de vos déclics. Vos déclics, à la base, c'est une société qui a été créée dans un appartement. Pourquoi pas demain, pour des futures startups, penser que la naissance, la genèse d'une startup puisse se faire, pourquoi pas dans une bibliothèque. Et ce serait tout à fait logique. Ce serait tout à fait logique parce que vous proposez énormément de choses, vous êtes une source de contenu, et je pense que c'est un endroit où on peut créer énormément de choses, sous réserve d'être également aussi en phase avec, avec son public par des contenus qu'on va proposer. Donc là, pour reprendre un petit peu la bibliothèque du troisième lieu, en fait, elle est représentative de l'image que vous voyez là, hein. En fait, en fait, une bibliothèque, il faut que ce soit un lieu de vie, un lieu de partage. Je sais que ça, c'est des choses que vous avez en tête, mais on dit, hein, faut toujours rappeler les choses, c'est toujours intéressant également. Mais faut que ce soit des lieux de vie, mais des lieux de vie où en fait différentes générations vont pouvoir se côtoyer, vont pouvoir, pourquoi pas, travailler ensemble. On va pouvoir faire pourquoi pas organiser des transferts de compétences entre les générations, où en fait, par exemple, quand je parle de transfert de compétences, on peut imaginer que des populations plus jeunes viennent, pourquoi pas, animer des populations plus seniors sur les outils numériques, et
là où ça peut être intéressant, c'est qu'en fait, du coup, vous engagez les publics et on est dans un esprit de co-création où en fait, chaque public va se sentir investi d'une mission d'accompagner euh, une population. Donc, je prends l'exemple des plus jeunes, les millennials, qui vont pouvoir accompagner les plus seniors qui sont confrontés à la fracture du numérique. Et là, en fait, ça peut répondre à une double problématique où en fait, dans certaines structures il y a un problème au niveau de la médiation parce que vous n'arrivez pas en termes de ressources humaines plutôt vous n'avez pas les publics ou un manque de formation sur différents sujets et du coup pourquoi pas penser à un modèle où vous allez chercher à impliquer quelques acteurs des usagers d'animer des ateliers et voilà et du coup en fait vous votre rôle va pouvoir glisser, vous allez pouvoir à un moment donné donner la médiation, faire le passage de témoin à des personnes, et vous allez vers plus de la recherche de virtualisation. Ça, c'est des hypothèses que j'émets. Après, je sais que fonction des structures, c'est peut-être il y a une question de faisabilité à regarder, mais voilà. Des lieux de partage, hein, en fait, quand je parle de lieux de partage, ok, je pense qu'il y a des choses à aller chercher des choses toutes simples, hein, où par exemple, ça peut être lieu de partage, mais également on peut partager un café. Voilà, parce que quand vous regardez aujourd'hui, c'est un constat simple hein, que je fais, hein, quand vous regardez des gens qui sont prêts à payer pour aller lire un bouquin dans un Starbucks, et quand on connaît le prix d'un café chez Starbucks, on peut se dire que voilà, il y a des choses à faire et vous avez des choses à faire pour, par exemple, tout simple, proposer du café à des gens et venir étudier ou venir lire un bouquin dans des structures comme les vôtres. Des lieux d'innovation, comme je disais tout à l'heure, hein, où vous pouvez chercher, on parle de Fab Lab aujourd'hui, il y a quelques structures, je crois, qui sont précurseurs sur la question et qui ont intégré des Fab Labs dans leur lieu. Et voilà, pourquoi pas faire des hackathons, des choses voilà qui permettent, qui sont dans l'air du temps et qui montrent que vos structures sont dynamiques et sont dans l'air du temps. Un lieu d'émancipation, hein, ça c'est déjà ce que vous proposez avec les formations. Et voilà, et également hein, voilà des lieux d'envie tout simplement, parce que si vous n'avez pas envie de venir dans une bibliothèque, là c'est quand même problématique. Donc, quand on parle de vision, de stratégie, d'innovation, etc., bah forcément, ça passe par un plan d'action et une organisation. Hein. On ne peut pas lancer des grands mots comme ça sans une organisation euh, au sens propre du terme. Et du coup, et tout va passer par des plans d'action et une organisation. C'est ça qui va faire la différence. Donc, quelques actions qu'on peut vous proposer. Là, du coup, en fait, quand je disais au début, votre métier, euh, il va falloir en fait ouvrir un peu le spectre de vos missions pour pouvoir avoir un écho et une résonance auprès de votre public. Donc, du coup, il va falloir, pour certains, j'ai parlé du métier de community manager. Qu'est-ce que c'est dans les entreprises, en gros, ou même en dehors des entreprises. C'est des personnes qui vont savoir diffuser et valoriser largement votre contenu par différentes manières, comme vous pouvez le faire là, vous le faites déjà pour certaines sur les réseaux sociaux comme Twitter, mais également je pense qu'il faut aller plus loin, il faut aller sur des Snapchat, des trucs aujourd'hui que les marques utilisent beaucoup et ça a énormément d'écho. Il y a également énormément de réseaux sociaux. Là, je les ai pas tous en tête, mais voilà, il faut aller regarder, il faut faire une veille dessus. Et je pense que il y a énormément de choses à faire pour aller capter les publics. Fédérer une communauté, comme on le disait tout à l'heure, en leur confiant parfois des missions et une responsabilité. Je vais prendre un cas qui nous est propre, nous, chez Vodéclic. En fait, nous, dans notre solution, dans la partie administrateur, en fait, on a mis en place un reporting sur le top 10 des utilisateurs. Et qu'est-ce qu'on propose en fait aux différentes structures? On leur dit, bah, en fait, vous avez des données qui vous remontent sur les personnes qui utilisent le plus la plateforme,
Donc, à un moment donné, vous pouvez utiliser ces personnes-là pour qu'elles puissent, par exemple, faire un témoignage en disant quel intérêt elles ont à aller régulièrement se connecter sur vos déclics. Est-ce que c'est dans un souci de, euh, de formation professionnelle parce que c'est des personnes qui cherchent à changer de métier? Est-ce que c'est parce que je suis une personne qui est face à qui se retrouve confrontée à la fracture du numérique, ou est-ce que je suis un jeune et voilà dans le cadre de ma formation universitaire ou scolaire, j'ai des compétences à développer que l'école ne me fournit pas. Parce qu'effectivement, parfois on parle de la formation à l'école, mais l'école, comme on dit, l'école ne peut pas tout non plus. Et des structures comme la vôtre peuvent être intéressantes pour compléter la formation euh, de ces étudiants, par exemple. Être visible à grande échelle, hein, comme je disais, bah, utiliser tout ce qui est possible, que ce soit euh, euh, pour beaucoup de structures, hein, vous avez un journal local, vous avez un site internet peut-être institutionnel de la commune ou de la collectivité. N'hésitez pas à solliciter le département communication qui, en leur demandant qu'ils vous réservent un encart où vous pouvez assez, régulièrement communiquer sur les nouveautés que vous avez. C'est important. Aujourd'hui, les marques, ben, elles mettent énormément d'argent dans la communication. Je sais que vous n'avez pas les budgets pour faire la même chose, mais aujourd'hui, il y a énormément d'outils gratuits qui permettent de communiquer aisément et raisonnablement en termes de coûts. Hein. Vous avez des emailing. Nous, par exemple, pour vous dire, on a utilisé un emailing pour communiquer avec vous. Et voilà, aujourd'hui, c'est grâce à un emailing que vous participez à ce webinaire. Et pour être clair et transparent avec vous, ça ne coûte rien. Voilà, on a juste un abonnement à un outil. Donc quand je dis rien, c'est un peu exagéré, mais on a juste un outil qu'on paye un abonnement, c'est pour une modique somme. Et derrière, on peut envoyer des emailings comme on le souhaite. Donc voilà. Il faut aussi faire adhérer, aimer vos structures. Hein. Après, vous avez différentes manières de faire en étant proche de vos populations. Il y a des choses à faire. Voilà, en les responsabilisant, en leur donnant des missions. Voilà, je me répète un peu, mais c'est important. Et, euh, et voilà, comme on disait, hein, réinventer votre métier et faire en sorte, comme je le disais tout à l'heure, de devenir des référents et pas que les gens aillent chercher des ressources un peu à gauche à droite ou payent des abonnements. Euh, par exemple, je vais prendre un cas concret. Aujourd'hui, beaucoup de personnes payent un abonnement sur Deezer, sur Spotify, etc. Alors qu'une structure, en fait, alors que ma bibliothèque ou ma médiathèque peut me proposer du contenu musical gratuitement. Donc voilà, vous voyez, il y a des choses à faire parce qu'en fait, les gens sont prêts à payer même parfois hein, pour avoir des choses parce que en fait, ces marques-là ont fait un énorme travail de communication et utilisent le digital comme levier pour pouvoir capter ces populations. Donc, comme on a parlé de plan d'action, il y a une organisation qui va avec et du coup, va falloir euh, là, c'est la roue de l'amélioration continue, plus d'autres l'appellent la roue de Deming. Et en gros, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour être bien organisé? Il va falloir dire ce que vous allez faire, il va falloir faire ce que vous avez dit, parce que du coup, on va regarder dans votre hiérarchie, va regarder si vous êtes en phase avec les objectifs que vous avez donnés et si vous êtes dans l'alignement du plan que vous avez tracé. Donc ça va être important. Il va falloir faire ce que vous allez dire et il va falloir mesurer parce que il faut toujours mesurer et voir si les actions que vous avez mises en place, elles ont été pertinentes et en fonction de ça, vous allez éliminer ce qui n'a pas marché et garder euh, ce qui fonctionne et toujours chercher à faire mieux et être dans un processus d'amélioration continue. Donc, euh, il va falloir aussi pour ça nouer des partenariats technologiques avec, comme je vous le disais, hein, avec
en attirant des personnes, peut-être créer des espaces de coworking où il y a peut-être des gens qui vont peut-être où vous allez leur mettre à disposition des salles pendant des créneaux horaires réservés ou de manière permanente. Et du coup, le fait de proposer des services comme ça va attirer de nouveaux publics. Et du coup, il y a peut-être des gens qui vont se dire, ben voilà, il y a des développeurs qui sont installés à la bibliothèque, c'est peut-être intéressant, faut peut-être aller voir ce qui se passe, il y a peut-être des choses qui bougent, etc. Il va falloir mettre en place des partenariats financiers. La question est de savoir que comme vous allez avoir des baisses de dotation, il va falloir réfléchir à des nouveaux dispositifs pour aller chercher des ressources financières. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font du crowdfunding. Qu'est-ce que c'est? C'est des appels de fonds où en fait, il y a plein de sites où en fait, vous présentez les projets que vous allez mettre en place et vous faites des appels de fonds. Aujourd'hui, voilà, peut-être réfléchir à comment vous pouvez organiser ça voilà, peut-être essayer de mettre en place un dispositif qui fait que les personnes qui vous aident financièrement peuvent avoir, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui marche bien, avoir des exonérations fiscales comme quand vous faites un don à une association, etc. Il y a des pistes à aller explorer. Je pense que voilà, faut regarder là-dessus et créer des partenariats de développement citoyen. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des structures comme le Pôle emploi sont débordées dans l'accompagnement et dans la formation de la population. Et je pense qu'il y a énormément de choses à faire avec eux. Et en allant leur demander qu'ils vous attribuent un certain budget en leur expliquant que vous pouvez proposer des dispositifs de formation. Je vais prendre le cas concret de vos déclics en disant qu'en fait, s'ils vous accordent une enveloppe budgétaire, ils peuvent vous amener tous les demandeurs d'emploi qui demandent par exemple une formation sur Word, Excel ou PowerPoint. Au lieu d'aller payer un organisme de formation qui va coûter X euros à la journée, et ben du coup, ils peuvent vous les envoyer dans vos structures et là, vous allez par exemple leur proposer un accès à vos déclics pendant un an où là, ils vont pouvoir se former de manière continue. Donc, j'en ai fini pour ma part. Donc, s'il y a des questions, voilà, je veux bien y répondre. Donc, vous avez, alors oui, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. Certains ont eu un problème de son. Donc, ça concerne une personne. Donc, en fait, pour les personnes qui souhaitent poser des questions suite à cette présentation, n'hésitez pas, hein, vous avez un outil qui s'appelle questions et vous, du coup, juste en bas, vous pouvez écrire vos questions. Donc, j'attends vos questions. Dites-moi si vous en avez. Donc, là, on a une question où, en fait, on me demande comment on peut convaincre les instances comme le Pôle emploi. Bon, en fait, c'est assez simple, hein. Je pense qu'il faut aller en fait, il va falloir être proactif. Il va falloir du coup aller les démarcher, hein. Je, je sais que certains ne sont pas familiers avec ça, mais il va falloir les démarcher et aller les rencontrer, provoquer un rendez-vous avec eux et leur expliquer aujourd'hui comment ils fonctionnent. Et en fonction de la manière dont ils fonctionnent, vous dire que vous avez une solution qui peut répondre éventuellement à une problématique parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a un vrai problème d'accompagnement sur la durée et que c'est pas uniquement un problème que le Pôle emploi rencontre, c'est un problème que même les entreprises rencontrent qui aujourd'hui quand elles envoient des personnes en formation, et ben du coup sur une formation de 7 heures, la personne est intéressée uniquement par 30 minutes de la formation. Et en fait, quand elle revient sur son poste de travail, du coup, en fait, elle est assez frustrée parce que du coup, elle n'a pas d'outils qui lui permettent de continuer sa formation tout au long pendant une année, par exemple, ou dans la durée, pendant 6 mois, etc. Donc voilà. J'ai pas d'autres questions. Du coup, je pense que ce qui est intéressant, c'est alors attendez, il y a une autre question qui est arrivée. Je vais regarder ça.
Alors, pour ceux qui le souhaitent, hein, quand même, je vous laisse mes coordonnées si vous voulez qu'on continue l'échange. Euh, Prenez mes coordonnées, vous pouvez me contacter euh, soit par mail, soit par téléphone, hein. Je suis à votre disposition pour échanger avec vous. Alors, communiquez. Alors, il y a une question qui vient d'arriver. Communiquez-vous votre support de présentation, s'il vous plaît. Oui. Effectivement, on va pouvoir vous le communiquer. Il y aura également l'enregistrement qui sera disponible et envoyé parce que je sais qu'effectivement, il y avait des personnes qui ne pouvaient malheureusement pas être disponibles aujourd'hui pour suivre ce webinaire. Mais pour ces personnes-là, effectivement, on leur enverra le webinar par de manière électronique. Ils pourront le suivre. Il sera également disponible, je crois, peut-être sur notre chaîne YouTube. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie. J'espère que ce webinar vous aura apporté quelques pistes de réflexion. Et puis aussi, si vous avez des sujets, des problématiques que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas hein, à nous contacter, qu'on puisse échanger ensemble et voir comment on peut mettre en place de nouveaux webinars. Et aussi, j'attire votre attention sur le fait que si parmi vous, il y en a qui souhaitent faire un témoignage, c'est aussi intéressant qu'on puisse mettre en place un partage, un retour d'expérience sur la mise en place d'un dispositif assez innovant dans des structures telles comme les vôtres, pardon. Donc voilà, c'est aussi important d'avoir un partage de pair à pair. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.